Bien, mesdames et messieurs, il est 18h02. Je suis ravi de vous retrouver dans cette configuration et dans cette salle. Et on s'est aperçu juste avant la séance que c'était la première fois que cette nouvelle équipe municipale se réunit dans la salle. Donc évidemment, ça implique aussi des différences de captation pour les opérateurs, pour la retransmission. Il y aura peut-être des petits couacs, mais en tout cas, c'est une phase test avec ce retour en salle du conseil. Et je pense que c'est plus confortable que ce n'était, en tout cas, au salon d'honneur. Donc, je déclare ouverte la séance du conseil municipal et je vais procéder à l'appel. Luc Gérec, présent. Véronique Perrusso. Présente. Philippe Rago. Présent. Marlène Chavez dos Santos. Présente. Jacques Ferrari. Présent. Stéphanie Brenier. Présente. Jean-Marc Deluz. Présent. Florence Galloren. Présente. Pascal Raffa. Monsieur Raffa m'a fait part de son obligation professionnelle de quitter la séance et lorsqu'il sera parti, il a donné procuration à Philippe Rago. Evelyne Capelli. J'ai pas entendu Evelyne. Pardon, ah oui, d'accord. Philippe Levieux est excusé, il donne procuration à Jacques Ferrari. Il faut que je me présente plus de près. Corinne Tondy. Rui Henriquez est excusé. Il donne procuration à Marlène Chavez dos Santos. Muriel Moine est excusée. Elle donne procuration à Florence Rennes. Nicolas Koenig. Présent. Johanna Goulin. Présent. Aline Poirel va nous rejoindre dans les minutes à venir. Anne-Sophie Lehmann. Présent. Arlette Jaworski. Présent. Jean-Marie Henriot est excusé. Il donne procuration à Thierry Danet. Alain Henry. Présent. Thierry Danet. Présent. Pascal Milot. Non. Non. Absent. Oui. Absent. Okay. Avant d'aborder l'ordre du jour, il est nécessaire de valider le compte-rendu qui vous a été envoyé récemment de la précédente séance. Y a-t-il des remarques ou des corrections à apporter ? Monsieur Danet. Je trouve que c'est un petit peu court quand même, nos interventions. Elles sont reprises, mais si c'était, je sais pas, 2 phrases au lieu de juste une demi-phrase, je trouve que c'est un petit peu résumé. Je sais que c'est pas facile, mais j'aimerais que ce soit un peu plus long, quoi, quand même, nos commentaires. On peut essayer d'améliorer les choses. Après, mais ce qui est dit est voilà. Exact, je ne conteste pas, bien, mais je trouve voilà, que c'est un peu court. Quelquefois, on s'abstient ou on vote contre. C'est bien d'avoir 2 phrases qui expliquent pourquoi. Après, il y a effectivement des règles de base qui sont respectées. Là, c'est évident. Maintenant, on peut voir si on peut améliorer les choses ou pas. Merci. Donc pas d'autres remarques. Si le micro ne passe pas, enfin. On m'a pas entendu. 1, 2, 3. Ah, si. Ça, faut être proche et c'est pareil pour moi, absolument. Tout à fait. Alors, on va faire des efforts, c'est promis. Attention. Très bien. Nous allons. Il nous reste aussi à désigner. Oui, pardon. Il faut voter pour le compte-rendu PV de la précédente séance. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, nous allons désigner désormais un secrétaire ou une secrétaire de séance. Et je me tourne vers Marlène dos Santos, Chavez dos Santos. Et y a-t-il des objections? Moi, que M. Danet me veuille être secrétaire de séance pour garantir, ça ne me pose pas de problème. Non, pas du tout. Non, très bien, pas de problème. Donc, la secrétaire de séance est désignée. Et nous allons passer à l'ordre du jour avec au rapport numéro 1, le contrôle de la Chambre régionale des comptes pour les exercices 2016 et suivants, avec la présentation du rapport définitif d'observation.
La parole... Oui, peut-être sans fil, c'est... Oui. Sans... Ouais. Voilà, je parlais de petits réglages tout à l'heure, ça en fait partie. Ouais. Très bien. La parole est à monsieur Jean-Marc Deluse. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 1612-19, vu le Code des juridictions financières et notamment les articles L 211-3 et suivants et R 243-1, conformément aux articles L 211-3 et suivants du Code des juridictions financières, la Chambre régionale des comptes Grand Est a décidé de procéder au contrôle des comptes et d'examiner la gestion de la commune à compter de l'exercice 2016 jusqu'à la période la plus récente. La Chambre régionale des comptes Grand Est vient de clore son examen. Le contrôle des comptes et de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'Assemblée délibérante. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations. Le contrôle de la gestion des années 2016 et suivantes a été notifié par courrier reçu en mairie le 3 juin 2021. La procédure comporte plusieurs étapes et de nombreux échanges. Monsieur le Président de la Chambre régionale des comptes Grand Est, à l'issue de la procédure, a transmis à Monsieur le maire le rapport comportant des observations définitives par courrier reçu en mairie le 31 août 2022. Madame Poirel vient d'arriver, donc je la salue. Conformément à l'article L 243-6 du Code des juridictions financières, le rapport d'observation définitive doit être communiqué au conseil municipal dès sa plus proche réunion et doit faire l'objet d'un débat en séance. Ce rapport d'observation définitive est donc inscrit à l'ordre du jour de la présente séance du 21 septembre 2022 et joint en annexe. Dès la tenue de la réunion, le rapport pourra être publié et communiqué aux tiers en faisant la demande, conformément aux dispositions de l'article R 241-18 du Code des juridictions financières et dans les conditions fixées par le Code des relations entre le public et l'administration. Il s'agit pour le conseil municipal de prendre connaissance du rapport présentant les observations définitives de la Chambre régionale des comptes Grand Est et de prendre acte de sa présence en séance. Donc il vous a été joint les annexes avec le rapport. De ce rapport ressort 3 points. 3 points au niveau donc, des remarques faites par la Chambre régionale des comptes. Le premier, il est en lien avec le comptable, donc c'est apurer les comptes d'immobilisation en cours et de frais d'études conformément aux dispositions de l'instruction comptable M14. Donc dès qu'on a pris connaissance de cette remarque, on a commencé à travailler, donc à essayer d'apurer au maximum ces comptes d'immobilisation. Et donc deux autres recos. Donc la première, c'est prendre l'initiative d'une concertation avec les communes voisines et l'EPCI afin d'identifier les équipements et les services pouvant être mutualisés. Et le deuxième, c'est mettre en place un programme pluriannuel d'investissement intégrant les projets du programme Petite Ville de demain et actualisant le plan d'accessibilité. Voilà les 3 remarques qui ont été soulevées par la Chambre régionale des comptes. Donc si vous avez des remarques. Ouais, ben sur la partie donc apurer les comptes, ben ça c'est technique, je n'ai pas de souci là-dessus. Alors c'est vrai que j'ai vu qu'on avait encore des études du 3e lac là, qui traînaient. Je pense que maintenant c'est quelque chose, on a tous... Hein, on est passé à autre chose, hein, comme quoi, quand on prend du recul. Voilà. Non, bah justement, donc, parce que là, moi j'ai lu un petit peu l'intitulé. Donc le maire, il a 1 an maximum pour prendre en compte ces mesures et puis faire un rapport en disant ce qu'il compte faire par rapport surtout aux 2 recommandations. Donc moi je vais revenir dessus, puis j'aurai d'autres points. Donc la première, en effet, c'est la mutualisation. Hein. Bon, c'est pas nouveau, hein, on l'a déjà dit. On nous demande de mutualiser, donc c'est surtout avec le PCI. Je sais que c'est pas facile, hein, mais il faudra quand même... on demande, là c'est clairement, il demande bien à la ville de Contrexéville hein, de prendre
Alors, je pense qu'il faudra au moins essayer. Alors, est-ce que vous allez le faire et sur quel domaine? Non, mais il faut. Je sais que c'est pas facile. Il y a eu plusieurs échecs, mais on a intérêt financièrement, puis même pour le territoire, à essayer. Alors, je pense que ça serait bien comme d'essayer, parce que là, pour l'instant, ça n'a pas été fait. Hein. Alors, je peux pas dire que Contrex est moteur là-dedans. Je vais répondre à votre question. On a déjà fait des tentatives de mutualisation, notamment en mettant à disposition la référente urbanisme de la ville de Contrexéville avec la communauté de communes. Ça a duré 3 ans et évidemment, ça n'a pas été conclu de façon positive. Maintenant, nous sommes donc ce rapport de la Chambre régionale des comptes qui était confidentiel jusqu'à aujourd'hui est public. Et c'est un document qui nous permettra effectivement d'aller voir le bureau de la communauté de communes pour évoquer le sujet et travailler sur les pistes de mutualisation. Et je pense qu'effectivement, la ville de Contrexéville ne sera pas la seule à subir, en tout cas à être confrontée à un contrôle de la Chambre régionale des comptes, et que la communauté de communes passera la moulinette comme nous y sommes passés, et qu'il y aura obligation réciproque, en tout cas, de construire quelque chose dans le cadre de cette mutualisation. Espérons. Je prends la troisième recommandation, la deuxième plutôt, sur le PPI. Alors c'est vrai, je l'ai lu, et ça on vous l'avait dit, hein, il est imprécis. On vous demande d'intégrer surtout les projets des petites villes de demain qui ne sont pas intégrés. Et on est sur des périodes courtes, hein, c'est jusqu'en 2021-2024. Donc ça, je pense que c'est une bonne remarque, il faudra vraiment le faire. Et nous, on l'attend, ça, parce que c'est vrai que pour l'instant, c'est pas vraiment programmé tout ça. Alors, juste pour le plan prévisionnel d'investissement et Petite Ville de demain, on est déjà dans la réalité des choses, puisque le pont de la gare qui va permettre la requalification du parvis de la gare fait partie déjà de Petite Ville de demain, tout comme le travail qui est réalisé sur la liaison douce Contrexéville-Vittel. Donc on est déjà dans le cœur du dossier. Et évidemment, il faut que ce plan prévisionnel d'investissement soit clarifié. Alors je dois vous avouer, et Jean-Marc Deluz pourra le dire de façon plus précise, que c'est extrêmement compliqué au regard de ce qui se passe actuellement, notamment des augmentations colossales des coûts de l'énergie, gaz, électricité, carburant. Et évidemment, ça va avoir un impact sur le plan prévisionnel d'investissement qu'il faut probablement revisiter. De toute façon, on aura l'occasion de le revoir rapidement. Tiens, Jean-Marc, si tu veux. Je vais rester là-bas. Donc oui, au niveau du PPI, ça fait déjà 2 ans, je le dis, hein, il se réadapte, on va dire, au fur et à mesure de la conjoncture, et puis on va dire au niveau des sous dans les caisses de la commune. Hein. On commence à avoir, on va dire, les prévisions pour 2023 au niveau du gaz. Alors là, ça dépasse tout entendement. Hein. On est aujourd'hui en gaz, on va dire, sur le P1 à plus de 700 000 euros. Donc en tout, sur le gaz, on est autour de 870 000 euros. Sachant que pour cette année, on avait mis quand même 400 000 euros, hein, déjà pas mal. Au niveau gaz, parce que je ne me rappelle plus exactement. De toute façon, on va dire de 2018 à 2022, c'est x10. Hein. Voilà, hein, donc ça va vite à calculer, hein. C'est x10. Hein. Donc il va y avoir encore, je pense, hein, des arbitrages à faire, hein, ça c'est sûr, hein, parce que 870 000 euros de gaz, on a commencé déjà à prendre des mesures. Hein. La première mesure, donc elle n'est pas anodine non plus, donc on a reçu le club de tennis, hein, on a reçu le club de tennis ce matin à 8h du matin, donc pour leur annoncer que la bulle, on remontait pas la bulle, hein. Parce que d'un coût d'à peu près 10 000 euros par an, on passe rien que sur la bulle à 65 000. Donc voilà, hein, c'est on va dire, compliqué pour eux, mais c'est dans le bon sens, on va dire, voilà, hein, et d'essayer. On a trouvé avec eux d'autres solutions. Madame
Juste par rapport à ce dossier, on est en train de mettre en place des solutions de substitution pour le club. Voilà, donc c'est un travail en collaboration avec le club. Donc je pense qu'on va trouver des solutions avec eux, voilà, pour que puissent continuer l'activité. Mais je vous rassure, on y avait déjà pensé. Ouais, et puis ils ont été très réceptifs à notre demande et ça s'est très bien passé ce matin. Oui, et puis donc il faudra prendre aussi d'autres mesures. Hein. C'est bien gentil, mais on a beaucoup de bâtiments, hein, entre l'école primaire, l'école maternelle, la MCL, même la mairie, les ateliers municipaux. Il va y avoir de grosses décisions à prendre au niveau où on met le curseur au niveau température, quoi. Donc le PPI, il s'adaptera encore en fonction de ce qu'on dégagera en 2023 hein, au niveau de l'excédent de fonctionnement pour verser, on va dire, à l'investissement. Et à cette heure-ci, c'est un peu, je ne vais pas dire le flou artistique, mais ça fond comme neige au soleil. Mais c'est sûr, on le comprend que même ce que vous aviez prévu, donc il y a 2 ans, il y a 1 an, c'est à revoir. Hein. Donc moi, je pense qu'il faut être clair. Hein. Et en effet, à court terme, 2-3 ans, il faut faire un programme réaliste. Et on peut tous comprendre que certaines choses qui ont été annoncées ne seront pas faites. Hein. Mais je pense qu'il faut quand même annoncer les choses et puis voilà, être clair. Mais c'est très bien, voilà. Donc je continue justement on parlait des bâtiments. J'ai relevé quelques éléments dans le document. Justement, j'ai vu qu'on est propriétaire de 46 bâtiments et 2 en location. 2, c'était, je pense qu'il n'y en a plus qu'un. Donc il y avait le chalet du tennis, maintenant il en est plutôt propriétaire. Ouais, donc on a quand même 47 bâtiments à gérer. Et ça avait été dit, mais je pense qu'il faut aussi, c'est pas seulement baisser le chauffage. Il y a certains bâtiments qu'il faut plus utiliser. Hein. Je sais que c'est. Ah non, mais je reprends l'exemple du bâtiment de la Croix-Rouge. C'est pas, enfin, celui-là ou un autre, mais c'est pas des demi-mesures qu'il faut prendre. C'est le bâtiment, on le ferme, quoi. Et sur 46 bâtiments, il faut prendre des mesures, peut-être pas très populaires, à expliquer, mais là maintenant, non, mais depuis le début, même depuis d'autres mandats, c'était déjà comme ça, hein, et même avant. Hein. Mais là, on le comprend tous, il y a une crise, hein, donc il faut taper plus fort et plus vite. Et les bâtiments, c'est un exemple, hein, 46 bâtiments. Oui, donc je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein, tout ce qui est préfa, qui est loin d'être isolé correctement, tout ça, ça doit plus être chauffé et limite ça doit être rasé parce que les 3/4 du temps, c'est des verrues aussi au niveau esthétique, au niveau de Contrex. On a déjà pris une mesure aussi. Hein, c'est le dojo. Hein, le dojo, c'est pareil. Hein, le dojo cet hiver, c'est bouclé, fermé, pas chauffé. En attendant la destruction. Bon, la destruction, c'est une autre chose, parce que coût de destruction, 80 000 €. Donc pour le moment, on se contentera de ne pas chauffer, ce qui représente une économie, on va dire, pour 2023, au moins 25 000 €. Donc voilà. Donc on va reprendre aussi en compte tous ces bâtiments, tous ces préfats qui datent de Mathusalem et puis qui demandent aujourd'hui qu'à être rasés. Bon, après, il faut arriver un minimum à recaser un peu les associations qui sont dedans. Mais ça, c'est un dossier sur lequel on travaille depuis un moment et on aimerait bien trouver des solutions rapides maintenant. Tu veux? Non, mais ouais, je pense que c'est quand même utile de le commenter. Bon. Alors, je reste dans les bâtiments. Alors, ça, j'ai découvert. Donc, la Chambre de décompte nous dit que les loyers des thermes ne sont pas assez élevés, en gros. Hein. Et donc, elle préconise soit d'augmenter les loyers, soit de vendre, de vendre les bâtiments au terme. Apparemment, l'option de la commune, ça serait de... Ça craque. L'option de la commune, ça serait de vendre. Alors, et là, j'ai pas bien compris une partie du bâtiment. Alors là, moi, ce que j'ai vu, c'est que c'était estimé. Alors maintenant, c'est pas confidentiel, hein, c'est dans le rapport. Je pense que ça a dû être discuté avant, mais maintenant on peut en parler. C'est quand même important. Ça a été estimé à 1,3 million. Ça parle des thermes, des galeries et des cellules commerciales. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce qui vaut 1,3 million exactement, et qu'est-ce que la commune envisage de vendre au terme. C'est quand même une nouvelle... Alors, si vous vendez ça, même 1,3 million, nous, on sera pour. Hein. Vendre ce bâtiment, ça fait du patrimoine en moins, et puis tous les soucis qui vont avec. Hein. Donc, j'aimerais bien avoir quelques précisions là-dessus, parce que je trouve que c'est un point quand même très important qu'on découvre ce soir. On voit, juste pour finir, on voit que nos voisins sont en train d'acheter des bâtiments à côté, hein, à Vittel. Bon, voilà, mais moi je suis plutôt, non, je parle même court, mais je trouve que vendre des bâtiments à l'exploitant, ça serait une bonne idée s'il est prêt à l'acheter.
Alors, effectivement, les deux hypothèses sont sur la table, hein, c'est-à-dire réévaluer, comme le demande la Chambre régionale des comptes, le loyer. Évidemment, il y a une négociation qui est en cours. Une option, c'est effectivement la vente, et il ne faut pas l'occulter. C'est une option qui est à l'étude actuellement, hein. Nos conseils réciproques, respectifs en tout cas, travaillent sur le sujet. Je ne sais pas si on conclura ou pas, mais en tout cas, le dossier est sur la table. Là, quand on prend le rapport, l'option est clairement donc vers la vente, et ça parle autant pour les termes que pour la ville, quoi. Absolument. Alors, donc je reviens juste au coût. 1,3 million. 1,3 million, c'est donc France Domaine qui a estimé, oui, la galerie, enfin le bâtiment, hormis la galerie et la rotonde. Sinon, c'est tout le patrimoine, je ne dis pas de bêtises, Agnès, c'est tout ce qui concerne le bâtiment des Thermes, hormis la galerie et la rotonde. Donc les cellules commerciales aussi. Aussi. Et ce qui serait vendu, ça serait quoi? Tout ça? Oui, c'est la totalité. Sachant que si ce n'était pas le cas, il y a des gros travaux propriétaires qu'il faudra examiner très rapidement, hein. On sait la fragilité d'un tel bâtiment. Ce que les cellules commerciales, hein, on a déjà regardé pour une cellule commerciale, pour en mettre une en état, c'est 40 000 €, quoi. Et il y en a, je ne sais plus combien, hein, un certain nombre, une vingtaine. Ouais. Donc, c'est beaucoup de frais pour la commune. Autre remarque? Non, là, ça va aller plus vite. J'ai vu, alors on en parlera au point 2, hein, mais j'ai bien lu dans le rapport qu'on nous recommandait de ne plus faire de SPL pour gérer le tourisme, puisqu'on prenait la compétence. Alors je ne vais pas développer toutes les histoires de compétences partagées ou pas partagées, mais la Chambre des comptes, qui est quand même quasiment au-dessus du préfet, hein, quand on parle un petit peu finance, elle recommande clairement de ne pas faire de SPL, puisqu'on reprend la compétence. Donc on verra au point 2, mais je suis un peu surpris qu'on n'aille pas dans le sens de la Chambre des comptes pour cette future SPL. Elle recommande aussi de suivre de près la DSP du casino. Bon, elle recommande de prendre un bureau d'études. Je ne sais pas si ça serait une bonne idée, mais en tout cas, en effet, je suis d'accord avec la Chambre, il faut suivre de près la DSP, parce que quand on les signe, c'est une chose, mais on sait très bien qu'après, il faut vraiment être dessus. Et là, je ne sais pas comment vous comptez la suivre, donc cette DSP Casino, avec un bureau d'études ou vous-même, mais il faut vraiment la suivre de près. Alors, je peux donner la réponse tout de suite, si vous le voulez. Effectivement, comme on l'a fait pour la délégation de services publics au assainissement, on est accompagné par l'ATD, enfin pour l'eau et l'assainissement, donc avec un suivi très précis du contrat de délégation de services publics. On l'a vu, et on l'a vu ensemble aussi, Monsieur Danet, que ça permettait aussi de recadrer les choses et d'appliquer des pénalités lorsqu'il y avait des difficultés. La DSP du casino est dans le même ordre d'idées. Donc nous étions accompagnés par un assistant à maîtrise d'ouvrage pour la délégation de services publics. Nous l'avons sollicité pour suivre cette délégation de services publics au moins pendant 3 ans, et avec mise en place en tout cas d'une méthodologie pour ensuite reprendre à la main et pouvoir suivre nous-mêmes cette délégation de services publics. Si toutefois nous n'étions pas dans la possibilité de suivre, il y a des outils qui seront fournis pour qu'on puisse suivre de façon très précise cette délégation de services publics. Mais si on n'était pas en capacité humaine de le faire, évidemment, cet assistant à maîtrise d'ouvrage continuerait à assurer le suivi de la DSP Casino. Ça fera sans doute l'objet, effectivement, lors d'un prochain conseil municipal, d'une délibération. Et donc, dernier point, parce que là, on est vraiment sur un domaine financier. Quand on parle finance, il y a tout un chapitre sur les charges de personnel. Hein, je sais qu'on en parle
temps en temps. Donc là, j'ai lu qu'il y a 21 départs en retraite prévus entre 2021 et 2027, dont la moitié 2021-2022. Donc ça veut dire 10 personnes qui doivent partir là, récemment, enfin bien, ou qui sont partis ou qui vont partir. Vous en êtes où là-dessus sur les remplacements? Parce que bon, ce qu'ils recommandent comme partout, c'est de ne pas remplacer, on le sait. Je sais que c'est pas facile, qu'il y a du boulot, mais il faut bien aussi passer par là. Ils nous disent que malgré, si on prend des mesures de non-remplacement, on sera encore dans des strates correctes pour fonctionner. C'est pas moi qui le dis, c'est la Chambre. Donc, où en êtes-vous sur ces 21 départs et sur ces remplacements ou non-remplacements? Alors, sur les graphiques fournis par la Chambre régionale des comptes, vous avez pu constater qu'il y avait déjà une légère diminution de la masse salariale. Donc, ça, c'est déjà un premier point. Ensuite, évidemment, il n'est pas question de remplacer poste par poste. C'est en fonction des besoins de la collectivité et de ses engagements et obligations que les décisions seront prises. Donc c'est pas encore pris. Si, déjà sur ceux qui viennent de partir, oui. Donc sur les 10 là, qui sont partis. Oui, on prendra, mais non, bien sûr, pas tous étaient remplacés. Très bien. Voilà, c'est tout. Merci. Pour conclure ce chapitre, moi je voudrais remercier quand même tout le service comptable, Claude, Étienne et Agnès, parce que répondre à toutes les demandes de la Chambre régionale des comptes, c'est du taf. C'est vraiment du boulot et ça a été fait dans des temps records. À chaque fois qu'ils posaient une question, on s'était répondu presque du tac au tac. Ouais, oui, en plus pendant les congés, c'était la totale. Donc merci et félicitations à tout le monde. Donc là, il s'agit que le conseil municipal prenne acte de ce rapport de la CRC. Et nous allons passer donc au rapport numéro 2. Et la parole est à Madame Véronique Perrusso. Alors, le maire rappelle au conseil municipal que la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dit loi NOTRe, a transféré à l'intercommunalité depuis le 1er janvier 2017 la compétence promotion du tourisme, dont la création et la gestion d'offices de tourisme. Dans le cadre de l'exercice de cette compétence, la communauté de communes Terre d'Eau a confié par convention à la société publique locale Destination Vittel Contrexéville, dont la commune est actionnaire avec la commune de Vittel, la mission de gérer l'office de tourisme intercommunal OTI. La loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a ensuite donné la possibilité de restituer cette compétence à certaines communes, dont les communes stations classées de tourisme. Compte tenu des enjeux stratégiques que représente le tourisme pour la commune et afin d'améliorer la lisibilité de l'offre touristique pour la clientèle de la station thermale et touristique de Contrexéville, la commune a souhaité engager la procédure nécessaire à la reprise de la compétence promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme. En tant que station classée de tourisme, la commune de Contrexéville a ainsi décidé par délibération du 8 décembre 2021 de reprendre l'exercice de cette compétence au 1er janvier 2022, ce qui lui permet de pouvoir assurer à nouveau la gestion d'un office de tourisme à vocation communale, de poursuivre le partage de l'exercice de la compétence promotion du tourisme au sens large avec la CCTE. La commune a par ailleurs sollicité la CCTE afin qu'elle participe à la création d'une structure permettant l'exercice partagé de la compétence promotion du tourisme. Les deux collectivités font le choix ensemble de mettre en place une société publique locale. Je ne vous lis pas tout en détail puisque vous l'avez à l'écran. Voilà. Si vous voulez que j'en lise plus, vous n'hésitez pas, je saurai le faire. Pour les collectivités actionnaires, les avantages seraient principalement les suivants. Contracter avec la SPL en mode in-house, c'est-à-dire sans publicité ni mise en concurrence, dès lors que les actionnaires exercent un contrôle sur la SPL analogue à celui exercé sur leurs propres services.
bénéficier de l'expertise du savoir-faire de la SPL dans le domaine du tourisme, mutualiser les moyens. Il est proposé par conséquent de décider la création de la SPL dont la dénomination serait Contrexéville Tourisme, de décider de la prise de participation de la commune au capital social de la SPL Contrexéville Tourisme, d'approuver le projet de statut de la SPL Contrexéville Tourisme joint en annexe, de mandater Monsieur le maire à l'effet de les signer, d'approuver la composition du conseil d'administration et de nommer les représentants de la commune au sein de l'Assemblée générale et du conseil d'administration. Il est rappelé ci-dessous les caractéristiques essentielles de la SPL Contrexéville Tourisme dont les statuts sont annexés. Sa dénomination, Société publique locale Contrexéville Tourisme. Son capital, 100 000 euros, divisé en 10 000 actions de 100 euros. Participation de la commune de Contrexéville, 990 actions de 100 euros, soit 99%. Autre participation, communauté de communes Terre d'Eau, 10 actions de 100 euros, soit 1%. Son siège, cour d'honneur, évidemment 88 140 Contrexéville. Son objet, gestion et développement de l'office de tourisme communal de Contrexéville. Animation, promotion des activités touristiques et événementielles, ainsi que la gestion d'équipements touristiques sur le territoire des collectivités actionnaires. Le conseil d'administration serait de 7 membres, dont 6 membres pour la commune de Contrexéville et 1 membre pour la communauté de communes Terre d'Eau. Vu le CGCT et notamment certains articles, vu le code de commerce, vu la loi Sapin, vu l'avis favorable de la commission tourisme thermalisme du 13 septembre 2023, vu 2022, pardon, vu la c'est bien, tout le monde suit, hein. Vu la délibération du conseil communautaire du 15 septembre 2022 approuvant la participation de la communauté de communes au capital d'une nouvelle SPL permettant l'exercice de la compétence partagée de promotion du tourisme sur le territoire de Contrexéville, considérant que la SPL est la structure la mieux adaptée à l'évolution de l'offre de services proposés aux populations en matière d'accueil et de promotion du tourisme, considérant que la SPL s'avère également être la structure la plus appropriée pour permettre une souplesse de gestion, tout en conservant le contrôle des collectivités publiques sur son fonctionnement, considérant que la SPL répond aux attentes des collectivités actionnaires, lesquelles pourront participer directement ou indirectement au capital social et ou à la gestion de la structure ainsi créée. Il est donc proposé au conseil municipal de prendre part en tant qu'actionnaire à la constitution d'une SPL dénommée Contrexéville Tourisme, qui sera dotée d'un capital de 100 000 euros, qui sera libéré en une seule fois. De confirmer la participation de la commune de Contrexéville au capital social de la SPL ainsi constituée, pour la somme de 99 000 euros, qui sera libérée en totalité. D'approuver les statuts de la SPL Contrexéville Tourisme joints en annexe. De mandater Monsieur le maire à l'effet de signer les statuts et de prendre et signer tout acte utile à la constitution de ladite société. D'autoriser la domiciliation sociale de la SPL Contrexéville Tourisme à l'adresse cour d'honneur Contrexéville qui fera l'objet d'une convention d'occupation. De nommer un représentant de la commune de Contrexéville au sein de l'Assemblée générale des actionnaires de la SPL Contrexéville Tourisme et le doter de tout pouvoir à cet effet. Donc là, nous allons marquer une pause, voilà, et nous allons proposer à Stéphanie Brenier, qui affecte de candidature, de sortir de la salle. Je vais donner la parole à Agnès qui va vous expliquer pourquoi. Donc juste préciser qu'effectivement, la réglementation est devenue plus détaillée depuis la loi 3DS. C'est une loi qui a été votée le 21 février 2022 et qui est venue préciser le statut des élus représentants d'une collectivité dans une entreprise publique locale, donc qu'elle soit SPL, SEM ou autre, statut que le législateur avait adopté déjà en 2002. Donc actuellement, cette loi réaffirme un régime de protection générale des élus représentant leur collectivité dans une entreprise publique locale. Le Code général des collectivités territoriales prévoit donc désormais que les élus représentants d'une collectivité dans une EPL ne sont pas considérés de ce seul fait comme étant intéressés à l'affaire. On parle ici effectivement du problème de conflit d'intérêts.
Donc, ces dispositions prévoient un régime général de protection au regard à la fois de la notion de conseiller intéressé, du délit de prise illégale d'intérêt, de la notion de conflit d'intérêt. Par contre, cette loi énumère une liste d'exceptions pour lesquelles les élus concernés ne peuvent pas participer aux décisions de leur collectivité. Donc on parle bien là des décisions qui sont prises dans les assemblées délibérantes des collectivités, pas lorsqu'ils sont au sein du conseil d'administration de l'EPL. Et donc la nomination d'un élu représentant sa collectivité au sein de l'AG fait partie de ces exceptions. Donc il est recommandé qu'effectivement les élus concernés quittent la salle, ne participent pas au débat et ne soient pas comptabilisés dans le quorum lors de la prise de la décision. Donc, nous allons procéder au vote pour la nomination de Stéphanie Brenier. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Il s'agit également d'approuver la composition du conseil d'administration de la FPL et de désigner les représentants de la commune de Contrexéville avec faculté d'accepter toute fonction dans ce cadre. Donc, je vais vous proposer une liste de candidats, les gens qui ont candidaté pour être membres du conseil d'administration. Donc, il s'agit de Véronique Perrusso, de Marlène Dos Santos, de Stéphanie Brenier, de Johanna Goulin, de Nicolas Koenig et de Alain Henry. Nous allons procéder au vote. Donc, qui est contre cette liste? Qui s'abstient? Je vous remercie. Peut-être que Madame Brenier peut revenir. Non, toujours pas. D'accord. Alors, il s'agit également d'autoriser les représentants désignés à se prononcer sur la dissociation ou le cumul des fonctions de président et de directeur général de la société, d'autoriser le cas échéant un de ses représentants à présenter la candidature de la commune à la présidence du conseil d'administration de la SPL et accepter d'exercer la fonction de président. Oui, donc il s'agit de voter pour toutes ces dispositions. Donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Je suis un peu perdu là. Je suis un peu perdu sur les votes. D'accord. Les deux premiers, c'est bon, j'ai compris. Tout le reste là. Oui. Parce que nous, donc moi en tout cas, je préfère donc m'abstenir parce que je suis pas pour cette création. Donc qu'est-ce qu'on vote maintenant? Alors, on vote tout le reste parce que. Alors, si vous voulez, on peut. Est-ce que vous voulez on peut revoter point par point? Non, parce que là, donc, il y a une série de votes, c'est tout. Enfin, je vois qu'il y a au moins il y a 10 points en tout. On en a voté 2 pour l'instant. Maintenant, qu'est-ce qu'on vote? Tout le reste ou enfin, c'est juste pour ça? Alors, en principe, on vote tout le reste. Maintenant, si vous le souhaitez, on peut voter point par point. On peut ouvrir le débat aussi. Hein. Voilà. Et puis, sinon, on peut noter que vous abstenez pour tous les autres points. Ça sera ça, mais on peut voter tous les autres points. Enfin, mais avant, j'aurais quand même voilà, on en parle un petit peu de cette création. Je ne sais pas si tu avais fini, en fait, je t'ai interrompu. Oui. Ouais. J'avais fini. Non, mais justement, donc moi je reviens à ma question que j'ai posée au niveau de la Chambre des comptes. Pourquoi faites-vous une SPL? Parce que déjà, ça marche. Ouais. Parce que ce n'est pas recommandé au niveau juridique. Hein. Comme le président nous a dit aussi qu'il n'avait pas encore eu l'accord du préfet, donc il y a quand même un risque juridique. Bon, ça, c'est le côté purement juridique. Après, une SPL, ça a de sens que s'il y a plusieurs collectivités, c'est le but, c'est une société publique, c'est plusieurs collectivités qui veulent travailler ensemble. Nous, c'est très clair, c'est comme ça, on ne veut plus travailler ensemble, que ce soit Vitel ou la Comcom, ils ne veulent plus travailler sur le tourisme, ne dites pas l'inverse. Là, on a juste la Comcom qui prend 1% des parts, parce que sinon, on est coincé à Contrexéville pour la créer. Le président a bien dit qu'il ne mettrait pas un sou là-dedans. Donc la SPL, ce n'est pas la bonne formule, puisqu'on veut travailler seul à Contrexéville. Moi, je pense que c'est une erreur. Le tourisme, c'est une question de destination. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais si vous partez sur le principe de travailler seul, ne faites pas une SPL, faites une structure qui est juste sur Contrexéville. Soit vous faites carrément une régie municipale, et là, vous avez la main complètement. Soit on revient donc à l'association, ce qu'il y avait avant. C'est un petit peu en plus ce que toi, tu as soutenu longtemps, Véronique. Et il y a aussi quelqu'un derrière moi qui l'a soutenu aussi.
Si on veut travailler que à Contrexéville et impliquer tout le monde, refaites une association, parce que là, on va revenir sur un conseil des acteurs du tourisme, où tous les partenaires n'ont qu'un avis consultatif, mais ils n'ont aucun pouvoir de décision. Si vous voulez vraiment revenir à une structure Contrexévilloise et impliquer tout le monde, refaites une association, mais ne faites pas une SPL. En plus, c'est quand même compliqué, on le sait, à gérer au niveau juridique. Il y a des actions, il y a un conseil d'administration. Je ne comprends pas pourquoi vous restez sur la SPL. Alors, sur le premier point, je rappelle quand même que le rapport de la Chambre régionale des comptes est un document d'orientation. Oui, quand même. D'orientation. Alors moi, je vais répondre sur la SPL. Je rappelle que la compétence, elle reste partagée avec la communauté de communes. Voilà. Ça fait quelques années maintenant qu'on travaille en SPL. C'est un choix que vous aviez fait à l'époque. Alors certes, il y avait une collectivité supplémentaire, mais c'est un choix qui a été fait. Le Conseil des acteurs du tourisme était fait pour fédérer les acteurs du tourisme et les garder autour de la table. Ça n'a pas été fait. Donc repartir en association, inutile de vous dire que c'est très compliqué puisque tous ces acteurs du tourisme, ils étaient plus autour de la table, voilà. Et donc on a apprivoisé la SPL. On sait comment ça fonctionne maintenant. Donc c'est le choix qu'on a fait tout simplement. Et puis, au niveau de la communauté de communes, il n'est pas exclu, et le président l'a dit, que si la communauté de communes a un projet touristique, il pourrait très bien le confier à la SPL, Contrexéville Tourisme. Donc, il n'y a pas d'argument dans ce que vous dites là. Bah, les arguments, c'est on travaille dans la continuité, tout simplement. Les acteurs du tourisme sont toujours là, hein, les hôteliers, les de meublés, les commerces, ils sont tous là, les Bien termes, sûr qu'ils sont là. Donc je pense que c'est pas compliqué de les réassocier. Mais là, je sais pas, je suis vraiment surpris que vous refassiez une SPL qui va compliquer les choses. Alors la SPL, elle complique pas les choses. Et qui va coûter quand même sûrement un peu plus cher. Alors je préfère pas entrer dans le débat du coût de la SPL parce que on pourra le faire en commission tourisme. On fera un débat sur combien coûtait le tourisme avant, combien ça coûte maintenant, et vous verrez que ça coûte pas plus cher. Donc ça, c'est le premier argument, et c'est un argument que vous aviez avancé, Thierry, en plus. Donc ça, c'est un peu facile. Parler de mutualisation, c'est facile aussi. On a vu que ça ne nous avait rien rapporté et qu'on avait perdu en communication, il ne faut pas l'oublier. Donc ça vous pouvez pas dire quand on mutualise. C'est ça le coût le moins cher. Quand on fait une centrale de réservation ou un site pour 3 communes au lieu d'1, ça coûte moins cher, c'est tout. Là, je sais que rien, on en a parlé, rien que pour reprendre le site internet, ça nous coûte une fortune. Ça ne coûte pas une fortune parce qu'on a des financements qui nous permettent de le faire et on travaille aussi. On a un autre organisme qui nous accompagne, il ne faut pas oublier, c'est le PETR. Donc je ne peux pas vous laisser dire qu'on travaille tout seul dans notre coin, ce n'est pas vrai, on travaille aussi avec l'ensemble des acteurs du territoire qui travaillent avec nous. Concernant les acteurs du tourisme, on n'a pas attendu l'AFPL et le Conseil des acteurs du tourisme, le nouveau, pour les réunir et travailler déjà depuis 2 ans avec eux. On a réuni les hôteliers, on a réuni les propriétaires de meublés, on réunit régulièrement les termes, l'OMS. Enfin voilà, on essaye de travailler déjà tous ensemble et au moins le Conseil des acteurs du tourisme va pouvoir vivre puisque on a proposé un Conseil des acteurs du tourisme de 16 personnes. On en a discuté en commission et on sera là pour l'animer. En tout cas, ça je peux vous le garantir. Et en termes de coûts, on fera une présentation à la prochaine commission tourisme. On l'a évoqué en commission. Ça coûte pas plus cher, contrairement à ce que vous dites, puisque je rappelle qu'au niveau de l'Office du tourisme, la partie commerciale est partie au terme. On a maintenant les 3/4, c'est une mission de service public. Et donc, on peut faire une convention d'objectifs et de moyens, ce qui n'était pas le cas précédemment. Et donc, qui dit convention d'objectifs et de moyens, dit pas de TVA. Oui, mais ça, c'est important de le souligner quand même. Ça, c'est bien, ok là-dessus. Oui. Bah, quand même, on réfléchit un peu quand même. Je n'ai pas dit que c'est pas réfléchi, je trouve que c'est pas la bonne formule. Après, voilà, c'est la formule que nous avons choisie. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir sur le sujet ? Voilà, donc du coup, on a voté pour le représentant de la ville
au niveau de l'Assemblée générale et les membres du conseil d'administration. Donc je vous propose de voter pour tous les autres points, si ça vous convient. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Henry? Non. Et Henriot, c'est moi, oui, ça fait... Ah bah oui, il ne faut pas oublier, hein, sinon... J'ai un pouvoir, hein, c'est écrit. Hein. Et alors... Oui, là, il vote pareil. Voilà. C'est vrai, il faut que je le lève 2 fois. Et en tout cas, je tiens à remercier l'ensemble du conseil qui fait confiance à cette ESPL, et notamment pour les salariés qui vont pouvoir avoir plus de sérénité pour travailler dès à présent. Bien, nous allons passer au rapport numéro 3 avec une décision modificative numéro 1 avec le budget principal M14. La parole est à monsieur Jean-Marc Deluse. Donc ça fait suite à ce qu'on vient de voter, hein, la création de la SPL de tourisme. Donc par délibération précédente, le conseil municipal a pris la décision de prendre part en tant qu'actionnaire à la constitution d'une SPL dénommée Contrexéville Tourisme, chargée notamment de la gestion de l'office de tourisme communal, à compter du 1er janvier 2023. Cette société est dotée d'un capital de 100 000 € qui sera libéré en une seule fois. Le conseil municipal a également décidé la participation de la commune au capital social de la SPL, ainsi constitué pour la somme de 99 000 €. Il est par ailleurs rappelé que par délibération du 8 décembre 2021, le conseil municipal a autorisé le maire à signer une convention d'objectifs et de moyens prévoyant le financement de l'office de tourisme intercommunal géré par la SPL Destination Vittel-Contrexéville pour l'année 2022. Une somme de 100 000 € a été fléchée au budget primitif de 2022 de la commune pour ce faire. Le PDG de la SPL Destination Vittel-Contrexéville a informé la commune qu'aucun appel de fonds ne serait effectué pour l'année 2022, la SPL pouvant fonctionner en utilisant une partie de ses capitaux propres durant cette année de transition. Cette somme peut donc être affectée au financement du capital social de la future SPL, Contrexéville Tourisme. Compte tenu de ce qui précède et de l'état d'avancement des opérations budgétaires du budget principal 2022, Monsieur le maire propose de procéder à des réajustements de crédit pour la section de fonctionnement et pour la section d'investissement. Il est donc proposé au conseil municipal la décision modificative numéro 1 qui lui demande d'approuver. Donc, je vous fais grâce des virements. Hein, donc, c'est les 100 000 qui étaient fléchés sur la SPL, hein, qu'on renvoie, on va dire, sur le budget d'investissement afin de pouvoir acheter à l'article 261 les titres de participation de la nouvelle SPL. Voilà. C'est juste une écriture comptable. Des remarques? Donc, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Il y a un rapport numéro 4, travaux de VRD de la rue du 11 septembre, marché de maîtrise d'œuvre, autorisation donnée au maire de signer l'avenant numéro 1. La parole est à madame Johanna Goulin, qui a son micro. Parfait. Donc le maire rappelle au conseil municipal qu'un marché de maîtrise d'œuvre a été conclu le 19 novembre 2021 avec le bureau d'études CEBA. Aménagement et infrastructure dans le cadre des travaux de VRD concernant plusieurs rues de Contrexéville. Le marché de maîtrise d'œuvre comprend une tranche ferme et 2 tranches optionnelles. La tranche ferme, travaux de VRD rue du 11 septembre, pardon. Tranche optionnelle numéro 1, travaux d'assainissement rue Maurice Barrès et tranche optionnelle numéro 2, travaux de VRD rue Salaberry. À l'heure actuelle, seule la tranche ferme et la tranche optionnelle numéro 1 ont été affermies. Le travail du maître d'œuvre s'est d'abord porté sur la tranche ferme afin de programmer des travaux, avant la réfection du revêtement de la rue du 11 septembre par le conseil départemental des Vosges, prévu au printemps 2023. Compte tenu de l'avancement de la mission et conformément aux dispositions de la loi MOP régissant les contrats entre
maîtrise d'ouvrage public et maîtrise d'œuvre privée, et celle prévue à l'article 4 du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d'œuvre, il convient de fixer par avenant le forfait définitif de rémunération du maître d'œuvre en fonction du coût prévisionnel définitif des travaux. L'enveloppe financière estimative affectée aux travaux d'aménagement de la rue du 11 septembre, indiquée dans le marché de maîtrise d'œuvre, était de 200 000 € hors taxe. Après réalisation des études d'AVP, le coût d'avant-projet, le coût prévisionnel calculé par le maître d'œuvre et accepté par le maître d'ouvrage est le suivant. Donc, travaux de VRD sur la chaussée principale, 632 971,80 € hors taxe. Aménagement de la contre-allée, 293 900,85 €. Sachant que les 632 000 donc, sont découpés comme suit sur le document, avec une offre de base et 4 tranches optionnelles. Donc, tous les détails des coûts sont sur le document que vous avez eu. Une consultation lancée sous forme de marché à procédure adaptée, MAPA, est en cours pour ces travaux sur chaussée. La date limite de remise des offres est fixée au 3 octobre 2022. L'aménagement de la contre-allée est décalé dans le temps afin de laisser le temps aux promoteurs de construire l'EHPAD et la résidence senior. En conséquence, l'avenant de maîtrise d'œuvre est rédigé de la manière suivante. Une mission de maîtrise d'œuvre complétée par les travaux sur la chaussée principale comprenant donc, tous les éléments traditionnels, diag, AVP, pro, etc. Et une maîtrise d'œuvre partielle pour les travaux sur la contre-allée comprenant uniquement le diag et l'AVP. Donc diagnostic et avant-projet, pardon. L'évolution en termes de forfait de rémunération proposée dans l'avenant pour la rue du 11 septembre est donc la suivante. Donc il y avait un forfait provisoire sur la base des 200 000 € hors taxe prévisionnelle, avec un taux à 5,95, ce qui faisait 11 920 € hors taxe. Et le forfait définitif, dont recalculé sur les 632 000 plus 293 000 de la contre-allée, ce qui nous donne un 39 452,63. Le forfait définitif de rémunération du maître d'œuvre passe donc de 11 920 à 39 000, comme on a indiqué il y a 2 minutes. L'incidence financière de l'avenant est donc de plus 27 532,62 € hors taxe. Une nouvelle répartition financière par élément de mission est jointe au projet d'avenant. Compte tenu des autres tranches du marché de maîtrise d'œuvre, le montant du marché initial de maîtrise d'œuvre passe donc de 31 744 à 59 276 € hors taxe. Vu le Code général des collectivités territoriales, qui prévoit que le conseil municipal est seul compétent pour délibérer en matière de marché public et que le maire applique les décisions du conseil municipal et exécute les marchés sous son contrôle, vu la délibération du 10 juillet 2020 donnant délégation au maire pour la durée de son mandat de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement notamment pour les marchés et accords cadres de services d'un montant inférieur à 214 000 € hors taxe, ainsi que les avenants s'y apportant qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieur à 5%. Considérant que cette délégation ne peut s'appliquer, l'augmentation du montant du contrat initial étant supérieure au seuil rappelé ci-dessus. Il s'agit donc, pour le conseil municipal, d'autoriser le maire ou son représentant à signer l'avenant 1 au marché de maîtrise d'œuvre relatif à la requalification de plusieurs voies communales conclues avec l'entreprise CEBA Aménagement et Infrastructure, fixant le forfait définitif de rémunération pour la tranche ferme, donc l'aménagement de la rue du 11 septembre, dans les conditions présentées en annexe. Les crédits nécessaires seront inscrits à l'article 2031 frais d'étude de la section d'investissement d'une décision modificative du budget primitif 2022. En effet, c'était bien lu rapidement, bravo. Je pourrais pas. Non, c'est juste pour bien comprendre. Moi, il y a un avenant de maîtrise d'œuvre parce que le coût. Ce que je comprends, enfin, ce que je dois savoir, c'était estimé à 200 000 au début. Maintenant, je parle de la VRD rue principale. Là, on passe à 632. Donc, ça fait 3 fois plus. Est-ce que c'est juste dû à l'inflation ou est-ce qu'il y a des choses en plus? Et l'autre question, j'en profite comme ça, je rendrai le micro après. La contre-allée, ça consiste en quoi? C'est bien le parking, enfin c'est l'allée qui est sur le parking. C'est une tranche ferme, donc ça à faire, on n'a pas le choix.
Donc je voudrais savoir qu'est-ce qu'il y aura comme travaux là-dessus, hein, à 300 000 euros. Et si je fais le calcul, là on en est à 1,2 million et quelques. Bon, je retire la rue Salaberry à 300 000, hein, parce que celle-là, elle n'est pas programmée, on va dire. Donc on est bien sur une opération à peu près 1 million. Il y a des options, il y a 4 options, mais je dis tout à la suite, hein, puis comme ça je passe le micro. Il y a 4 options, enfin il y a 4 tranches optionnelles, mais je pense qu'il y en a au moins 2 qu'on n'aura pas de choix. Le prolongement des réseaux eau potable et prolongement des réseaux d'eau pluviale et eau usée. Donc on n'a pas beaucoup de choix pour retirer les tranches optionnelles. Donc on est presque sur une opération, peut-être pas 1 million, mais à 900 000 euros. Enfin, ça c'est estimé. Maintenant on verra l'ouverture des plis bientôt. C'est juste pour que vous me confirmiez tout ça. Ou pas. Alors, dans l'ordre, ça donne que, effectivement, donc entre les premiers estimatifs et ce qui a été en sortie du projet, donc de l'AVP, il y a eu déjà le côté conjoncturel. Il ne faut pas se mentir qu'on est aussi, nous, sur des estimations de travaux qui étaient effectuées il y a à peu près une quinzaine d'années. Même si on avait affecté un coefficient de révision, comme tout un chacun sait faire, on a aussi eu affaire à donc un bureau d'études, hein, qui est CEBA, qui nous a réactualisé les coûts. Après, entre ces estimatifs et, comme vous le disiez il y a 2 minutes, l'ouverture des plis à cette heure-ci, bien, voilà, je suis clairement incapable de dire le delta. On n'en a aucune idée au vu de la conjoncture et du coût des matériaux. Donc ça, c'est le premier inconnu. Il y avait une question donc, sur les tranches optionnelles. Alors, en fait, nous avons mis en tranche optionnelle justement pour pouvoir décider au moment de l'ouverture des plis de effectivement valider certaines opérations, parce qu'il y a quand même des possibilités, sinon nous ne les aurions pas mis complètement en tranche optionnelle. À savoir que tout ce qui est donc requalification de la contre-allée nous a paru relativement logique de la traiter dans un second temps, puisque nous avons affaire à un projet qui arrive à Contrexéville, qui est l'EHPAD. Il est clair que requalifier donc, ce qu'on appelle la contre-allée paraît logique, notamment après passage d'engins ou des choses comme ça. Alors après, la requalification fera l'objet notamment d'un aspect paysager, de la prise en considération des mobilités, tout ce qui est mobilité douce, la volonté aujourd'hui d'incorporer tout ce qui est vélo, notamment piéton, donc dans ces espaces, et sachant que c'est un espace qui est relativement large, voilà, d'en faire un espace partagé et surtout de lui donner du cachet, un peu en relation avec le projet qui va lui-même avoir beaucoup de cachet au niveau de l'EHPAD. Oui, et aussi un volet environnemental avec la désimperméabilité. Bref, des sols, voilà. Et donc, c'est aussi tout ça avec un calendrier qui est évidemment repoussé, puisque on ne va pas faire des travaux et ensuite voir passer les engins avec un poids, un tonnage important. Voilà, donc on est bien sur un coût de 900 000 à peu près, quoi, estimatif. J'avais oublié une question. Au niveau des subventions, on en avait parlé la dernière fois, il y avait un gros doute, enfin, il y avait un delta important entre 0 et 60% de l'agence de l'eau, je crois. On en est où sur les subventions? Celle-là, puis le département, est-ce que c'est acquis ou pas? On avait fait des demandes aussi. Et puis il y avait aussi les amendes de police, enfin, un petit peu subvention, est-ce qu'on en est? Alors, les amendes de police, on a eu un refus. Le département, nous n'avons pas encore de réponse. Si, pardon. Une réponse favorable. Ah oui, une réponse favorable, pardon, pour la partie voirie. Par contre, mais pas de TDIL. Et l'agence de l'eau, nous sommes toujours dans la problématique de faire un plan global, etc., qui soumet toute demande de toute façon. Voilà, donc à cette heure-ci, on est de toute façon dans le questionnement d'une approche globale des économies d'eau pour avoir une réponse de l'agence de l'eau. Pas d'autres questions? Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Là, on va passer donc
Point 5. Point 5, oui, la parole est à Allez, c'est monsieur parti. Jean-Marc Deluz. Donc, point 5, subvention exceptionnelle allouée au Bowling Club pour l'organisation du repas dansant de la Saint-Sylvestre 2022. Donc, le maire informe le conseil municipal que par courriel reçu le 22 août 2022, le président de l'association Bowling Club de Contrexéville, monsieur Patrick Hunter, sollicite la commune de Contrexéville pour l'octroi d'une subvention exceptionnelle permettant à son association d'organiser le prochain repas dansant de la Saint-Sylvestre. Le maire précise que le conseil municipal, lors de la séance du 21 février 2022, avait provisionné sur le budget principal une somme de 1 700 € à l'article budgétaire 65-74, subvention aux associations, pour l'organisation de cette soirée. Il est donc proposé au conseil municipal d'allouer cette somme à l'association Bowling Club de Contrexéville pour l'organisation de la soirée de la Saint-Sylvestre 2022. Remarque ? Non. Donc on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Il y a un rapport numéro 6, adoption des rapports sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement collectif. Donc, le Code général des collectivités implique la réalisation d'un rapport annuel sur le prix et la qualité pour les services d'eau potable et d'assainissement collectif. Ces rapports doivent être présentés à l'Assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné et faire l'objet d'une délibération. L'Agence technique départementale des Vosges, assistant conseil auprès de notre collectivité, a rédigé les projets de rapport avec l'aide de nos services. Ce rapport, pour information, sera rendu fin octobre. Et ces rapports sont publics et permettent d'informer les usagers du service. Il est donc proposé au conseil municipal d'adopter les rapports sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement collectif de la commune de Contrexéville pour l'exercice 2021. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 1, 2, 3. Merci. Donc là, excusez-moi, je vais juste passer que je retrouve le rapport suivant. Rapport numéro 7, Société publique locale SPLX Desmat, examen du rapport de gestion du conseil d'administration, rapport annuel. Cette société publique locale réalise des outils de dématérialisation pour les collectivités locales. Cette année, ce sont près de 3000 collectivités qui sont adhérentes, avec un chiffre d'affaires d'1 303 000 et un résultat de 285 370. Depuis le début de sa création, la société n'a pas augmenté, en tout cas, le coût des logiciels, enfin, en tout cas, des applications. Et donc, c'est un rapport qui est nécessaire et pour valider l'Assemblée générale et la validation du conseil d'administration et de l'Assemblée générale, pardon. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions sur le sujet. Et comme je l'ai déjà dit, je ne votais pas les années précédentes ce rapport puisque j'étais administrateur de la dite société. Cette année, je ne le suis plus et donc je participe au vote. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Rapport numéro 8, syndicat départemental d'électricité des Vosges, rapport d'activité pour l'exercice 2021. Là encore, le Code général des collectivités prévoit que le président de tout établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal. Et le conseil municipal est appelé à prendre acte du rapport annuel d'activité du syndicat départemental d'électricité au titre de l'année 2021. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de vote, puisque c'est juste prendre acte. 206.
Le rapport numéro 9, CEDEM, définition des règles de mise à disposition des instruments de musique et autorisation de signer les conventions de prêt. La parole est à Madame Florence Galland-Rennes. Afin de permettre un travail quotidien à domicile pour les élèves inscrits au Centre des expressions musicales, c'est-à-dire le CEDEM, et de pallier un manque ponctuel, certains instruments de musique appartenant au parc d'instruments du CEDEM, propriété de la commune, peuvent être mis à disposition ou empruntés par des écoles partenaires. La présente délibération a pour objet de définir les règles relatives à cette mise à disposition d'instruments de musique par le biais d'une convention de prêt. Un instrument de musique appartenant au CEDEM peut être mis à disposition d'un élève ou d'une structure partenaire à titre provisoire. Une convention de prêt définit les conditions de mise à disposition, notamment concernant la désignation du matériel, la durée du prêt qui ne peut excéder une année, les possibilités de renouvellement du prêt, l'obligation d'assurance de l'instrument emprunté et de ses accessoires, les obligations de l'emprunteur qui prendra en charge l'entretien courant de l'instrument, ainsi que des accessoires, notamment l'étui de protection, les conditions de restitution par l'emprunteur, les éventuelles réparations prises en charge par l'emprunteur consécutives à une détérioration de ce dernier suite à un défaut de soin. Cette mise à disposition provisoire est établie sur avis du responsable du CEDEM. L'attestation d'assurance est à remettre lors du retrait de l'instrument et dans tous les cas lors de la signature de la convention. L'instrument de musique ne sera pas remis à l'emprunteur sans cette attestation. Le prêt s'effectue à titre gracieux. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les conditions de mise à disposition des instruments de musique du CEDEM telles que présentées, d'autoriser le maire ou son représentant à signer les conventions de prêt d'instruments de musique appartenant au CEDEM dans les conditions ci-dessus définies. Y a-t-il des remarques ? On passe au vote. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, merci. Le rapport numéro 10 concerne les décisions prises par le maire dans le cadre de la délégation générale avec les déclarations d'aliénés, les bons de commande, décision du maire, les marchés à procédure adaptée et les avenants que vous avez pu examiner. Et y a-t-il des questions ? Oui. J'ai juste une petite question par rapport à l'entretien des toitures. J'ai vu qu'il y avait un projet de nettoyage des toitures. Quel type de produits seront utilisés pour ces nettoyages de toitures ? Alors là, ça c'est une colle. Non, parce qu'il y a des produits excessivement toxiques qui peuvent être déposés sur les toitures. Et comme on est quand même dans des zones de protection, et en particulier de protection de l'eau, je pense qu'il est important de montrer l'exemple et d'utiliser des produits biologiques qui sont peut-être moins... Alors, quand on parle d'entretien des toitures, là, il ne s'agit pas de nettoyer, de nettoyer, mais j'avais compris que c'était un nettoyage de... Bon, oui, alors voilà, donc ma question n'est pas voilà, valable. Mais elle est importante. Elle est aussi importante parce qu'effectivement, si nous avions besoin de faire des nettoyages, il faut impérativement, et je pense que utiliser des produits qui soient compatibles avec les exigences que nous avons sur le territoire, et aussi en pensant aux générations futures. Ils existent maintenant, on n'en trouvait pas forcément avant, ils sont moins spectaculaires que quand on utilise de l'eau de Javel ou autre, mais ils sont très efficaces à plus long terme, donc c'est important de le savoir, je pense. Et j'ai vu aussi, puisqu'on parle de ce sujet-là, qu'il y avait une solution avec de la vapeur, alors notamment d'une entreprise locale avec qui j'ai échangé. Maintenant, je n'en connais pas effectivement les résultats. D'autres remarques ? Pas de remarques. Je vous remercie.
Donc nous arrivons à la fin de l'ordre du jour. J'ai été destinataire, M. Danet m'a envoyé une série de questions auxquelles je vais répondre. Donc première question, sur le cahier des charges du marché numéro 2021, CTX 04 concernant la pose de 14 mobiliers urbains d'affichage double face dans la commune, il est précisé en page 3, en raison de sa politique en faveur de l'environnement, la commune souhaite que le mobilier soit autonome en matière d'énergie, c'est-à-dire qu'il soit équipé de panneaux photovoltaïques. Pourquoi les panneaux installés ne respectent-ils pas le cahier des charges ? Ces panneaux n'ayant pas d'autonomie électrique, qui va payer la consommation électrique? À quelles heures ces panneaux seront-ils éclairés? Alors la réponse, l'offre de l'entreprise qui a été négociée et acceptée concerne 14 planimètres. 3 sur ces 14 sont équipés de faces déroulantes rétro-éclairées. Après échange avec le prestataire, l'option alimentation totale par panneau photovoltaïque n'a pas été retenue du fait de l'ensoleillement inconstant sur le territoire et des difficultés qui en découleraient en automne-hiver. Les 3 planimètres à face déroulante fonctionnent sur batterie rechargeable la journée. Ils sont branchés sur le réseau d'éclairage public pour l'éclairage de nuit. Les faces seront donc éclairées durant les mêmes créneaux horaires que le fonctionnement de l'éclairage public. Elles seront éteintes de 23h à 5h du matin. La consommation électrique d'un planimètre est de 60 Wh, soit un coût estimatif annuel de 62 €, sans compter la coupure de nuit. Actuellement, je passe à la question numéro 2. Actuellement, concernant la plantation de végétaux, il est recommandé de s'orienter vers des variétés vivaces locales plus résistantes à la sécheresse, comme au gel. Ce n'est pas le choix qui a été fait devant la mairie. Comment ces végétaux gélifs, oliviers, cactus, etc. passeront-ils l'hiver? Seront-ils stockés comme par le passé dans un ancien bâtiment préfabriqué, sans isolation et chauffé à l'électricité? Quelle sera à l'avenir la politique de fleurissement hors sol de la commune? La réponse. Chaque année, les élus et techniciens définissent ensemble le thème des différents massifs. En 2022, le thème « Jeu d'eau » se veut ludique, pédagogique, et illustre les problématiques liées à la ressource en eau. Il a pour but de sensibiliser la population au changement climatique tout en intégrant une perception artistique presque enfantine pour mettre le beau au service de la pédagogie. Il a été salué unanimement par le jury du label Villes et Villages Fleuris qui vient de confirmer, et c'est une information, la 3e fleur attribuée à Contrexéville encore cette année. Pour compléter, les végétaux pour l'aménagement paysager du parterre devant la mairie ont été volontairement choisis pour illustrer la nécessité de prendre en compte la diminution de la ressource disponible pour l'arrosage. Ces végétaux n'ont pas été plantés en pleine terre. Ils seront déplacés dans différents bâtiments municipaux, notamment les ateliers municipaux, durant la période hivernale. L'ancien préfabriqué utilisé pour le stockage des végétaux est actuellement simplement hors gel et des solutions alternatives sont également à l'étude pour désaffecter ce bâtiment et évidemment le déconstruire lorsque ce sera fait. Autre point, le fleurissement hors sol est depuis quelques années limité. Suite aux préconisations du jury Villes et Villages Fleuris en 2018, la commune a réduit massivement l'utilisation de vasques et de suspensions. Il n'y en a plus pour les suspensions en 2022, au profit de la création de 3 massifs en pleine terre, mairie, cours d'honneur, source prima. Les bacs et jardinières ont également été réduits et sont installés principalement en cœur de ville, galerie thermale, place des Fontaines. Cette politique sera poursuivie. Question suivante. Concernant la dégradation de la place des Fontaines Bleues, vous avez annoncé le 22 septembre 2021 qu'une réflexion était en cours sur le lancement d'une consultation citoyenne. Depuis, nous sommes sans nouvelles. Où en est l'avancement de ce dossier? Réponse. La commune poursuit sa réflexion sur le devenir de cet espace identifié comme stratégique dans le cadre de l'étude de revitalisation Centre-Bourg. Le fonctionnement des fontaines est définitivement altéré du fait de l'utilisation de produits corrosifs pour leur entretien par le passé. Le bassin n'est plus étanche
La remise en eau est inenvisageable aujourd'hui du fait des pertes importantes constatées durant le fonctionnement et de l'état de la fontainerie. La rénovation des réseaux représenterait un coût exorbitant pour la commune. Je rappelle que lors de son fonctionnement, il pouvait y avoir des journées avec des pertes d'eau de 8 à 10 mètres cubes par jour, ce qui est considérable dans les conditions que nous connaissons actuellement. Donc la commune étudie actuellement la possibilité de rénover les laves avec des matériaux similaires mais beaucoup moins coûteux. L'œuvre architecturale des fontaines est par ailleurs protégée par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. La commune donc doit mesurer le risque contentieux induit par toute intervention sur cet ensemble. Une concertation avec l'architecte est donc indispensable. Un contact sera pris à nouveau prochainement pour en discuter avec lui. Et la consultation citoyenne ne pourrait être envisagée qu'une fois le projet de la commune plus abouti. Voilà les réponses aux questions posées. J'ai des informations diverses. Donc, on l'a évoqué tout à l'heure, la commission des travaux se réunira le 12 octobre, et pas au mois de novembre, 12 octobre prochain, afin de faire un point sur les travaux en cours et à venir. Et donc, oui, on a parlé aussi, effectivement, on a évoqué l'augmentation colossale des coûts de l'énergie, donc c'était aussi une information que nous souhaitions préciser. Voilà, donc suite à ces précisions, l'ordre du jour étant épuisé, bien, il me reste à vous remercier et à clore ce conseil municipal en vous souhaitant une bonne soirée.